Bien, bonjour. Alors, je vais vous parler effectivement de quelque chose que je viens de publier, qui est ce livre, La méchanceté en acte à l'ère numérique. Euh, alors, c'est un livre qui fait suite à un autre livre. Je regardais l'heure hein, qui fait suite à un autre livre qui s'appelait Les Nouveaux Méchants. Donc j'avais déjà travaillé sur la méchanceté, mais dans la fiction, et là j'ai eu envie de travailler sur la méchanceté en vrai, la méchanceté dans les médias. Alors pourquoi D'abord parce que j'avais travaillé sur la méchanceté avant, mais aussi parce que, ayant travaillé pendant 4 ans et demi sur un site, le site Le Plus de l'Obs, j'ai éprouvé assez fortement ce que pouvait être la méchanceté à l'ère numérique. C'est-à-dire que j'avais quelques j'allais dire trolls, mais c'est préjugé de ce qu'ils étaient, en tout cas quelques personnes qui me poursuivaient, qui me bâchaient à chaque fois que je parlais, donc j'ai voulu essayer de comprendre un peu ce phénomène. Alors, pour dire d'abord les choses, je ne travaille pas sur la méchanceté d'un point de vue véritablement psychologique, mais plutôt sur les actes méchants. Alors c'est le philosophe Vladimir Jankélévitch qui distinguait être méchant et accomplir des actes méchants. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'être méchant, c'est un trait de caractère qui paraît un peu définitif. C'est-à-dire qu'on serait méchant tout le temps dans tout ce qu'on fait, comme JR dans Dallas, qui quoi qu'il fasse, est toujours en train de vouloir faire du mal aux autres. Et les actes méchants, c'est-à-dire s'en prendre aux autres. À tout moment, je veux dire, dans une vie, il est évident qu'on accomplit des actes méchants et que c'est pas réservé forcément à des gens qui seraient catalogués méchants. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment que la méchanceté, l'ère numérique n'a pas inventé la méchanceté. Elle est, j'imagine, enfin là-dessus, on peut débattre entre Rousseau, Nietzsche et d'autres, savoir et Hobbes, si elle est liée à la nature humaine ou si c'est la société, etc. C'est pas le problème que j'envisage évidemment ici. Ce que j'ai voulu comprendre, c'est comment on était, question souvent posée par les journalistes d'ailleurs, comment on était arrivé à cette situation de méchanceté répandue dans les réseaux sociaux. Et quelqu'un dans l'assistance tout à l'heure a parlé des insultes. Ben, c'est sûr qu'on a la conviction que les insultes sont de plus en plus courantes dans les réseaux sociaux et que non seulement elles sont plus courantes, mais elles sont plus méchantes, si je puis dire. C'est-à-dire elles ont une violence absolument considérable. Donc, comme je travaille sur les médias depuis quelques décennies, on va dire, pour être dans le flou, j'ai voulu voir comment on était arrivé à la méchanceté d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, partant de l'idée qui est un petit peu à l'encontre de beaucoup de théories de la communication, que les réseaux sociaux et le numérique ont changé les choses, mais ils n'ont pas tout inventé. Souvent, un des problèmes que j'ai rencontré souvent dans les sciences de l'information et de la communication, c'est que les chercheurs pensent que tout est nouveau à partir d'Internet. Je ne le pense pas. Il y a un problème? Non? D'accord. Ah oui. Oui, mais je pense que les gens avaient un petit peu rectifié quand même. Il y a quand même des signes. Hein. On est un peu sémiologues tous, et puis bon, on a bien vu que le sport n'était pas forcément ma préoccupation première, et que les canons de la beauté ne sont pas forcément ceux de Kardashian ou des footballeurs que vous avez montrés. Bon, alors, donc, je vais essayer de montrer rapidement quelles sont les 3 conditions qui ont permis à la méchanceté de se répandre sur Internet. La première condition, c'est ce que l'on peut appeler la mise en spectacle. Alors, je suis parti notamment de Guy Debord, qui, comme vous savez, a écrit un texte qui s'appelle La société du spectacle, qui est un petit peu malmené parce qu'on peut entendre n'importe quel chanteur dire « Oui, aujourd'hui, c'est la société du spectacle, le showbiz ». Non, c'est pas ça, Debord, hein, c'est pas aussi bête. C'est ce que dit Debord, ce qui est important dans ce que dit Debord, qui a écrit en 1967 et qui a repris après des commentaires sur la société des spectacles en 88, si je ne me trompe pas. Ce qui est important, c'est qu'il montre que
ce qui est le vécu est transformé tout d'un coup en vue. Voilà. Alors je vous ai mis une phrase que je trouve très typique. Considérer, selon ses propres termes, le spectacle est l'affirmation de l'apparence et l'affirmation de toute vie humaine, c'est-à-dire sociale, comme simple apparence. Mais la critique qui atteint la vérité du spectacle le découvre comme la négation visible de la vie, comme une négation de la vie qui est devenue visible. Donc, de cette citation, on peut retenir que la société du spectacle se définit par le fait qu'on ne rentre plus dans le vécu, mais qu'on reste à la lisière visible. Tout à l'heure, Fleur citait cette phrase que je reprends tout à fait pour moi, esse percipi, la phrase de Berkeley, c'est-à-dire c'est être perçu, hein, c'est-à-dire qu'on existe à travers le fait d'être perçu et la vie n'est plus que visible. Alors, dans les années, ça, si vous voulez, ça commence dans les médias, plus ou moins dans les années 80. Dans les années 80, vous avez l'apparition, alors je suis obligé de jongler entre deux trucs, et en plus de parler en même temps, ce qui est absolument fou. Dans les années 80, il y a eu une émission qui s'appelait Psycho. Psycho 1983, qui est une émission dans laquelle des couples venaient raconter leurs difficultés. Et l'émission durait 1h30, 2 heures, et eux, ils sortaient, tout était résolu. Hein. Avant, ils se séparaient en entrant, ils étaient ensemble en sortant. Formidable. Et il y avait en plus, dans cette émission, qui était présentée par Alain Gillot-Pétré, qui avant faisait le temps, la météo, d'ailleurs Debord en dit quelque chose quelque part, dans cette émission, vous aviez Pascal Brognaud, qui l'avait initié, et vous aviez un grand psychanalyste qui était Serge Leclerc. Hein, que sans doute les psychologues connaissent bien. Alors voilà comment je vous montre le début de cette émission, en espérant que le son va marcher. Super. Bonsoir. Enfonçons gaiement une porte ouverte. On n'a encore jamais rien trouvé de mieux pour vivre à deux qu'un couple. Institution, entre guillemets, qui résiste à tous les séismes de l'histoire et de la société. Dans le parcours d'une vie, le couple peut être un moteur bien huilé qui tourne rond, mais quelquefois la mécanique se grippe. Vous êtes bien placés pour le savoir. Nous sommes tous bien placés pour le savoir. Personne n'y échappe vraiment. C'est là le thème de cette émission. Comprendre ce qui ne marche pas dans le couple pour comprendre comment ça marche, un couple. Eh bien, nous avons un couple ce soir, un couple invité, Michel et Viviane, qui rencontrent des difficultés dans sa vie à deux, qui acceptent d'en parler pour briser le huis clos, une bonne fois pour toutes. Nous allons essayer d'en savoir plus avec des hommes et des femmes qui ont connu ou qui connaissent les mêmes problèmes que ceux de Viviane et de Michel, avec aussi ma consoeur Pascal Brognaud et Serge Leclerc, psychanalyste aux heures de bureau et qui accepte ce soir de faire en quelque sorte des extras. Bonsoir Michel, bonsoir Viviane. Petite carte d'identité, âge, profession, signe particulier, quel âge? Quel âge? Je vais avoir 35 ans. 35 ans, Viviane. J'ai 38 ans. Vous avez des enfants? 2 enfants. Garçons, filles? 2 garçons. Quel âge? 8 et 11. 8 et Enfin, 11 ans. 9 et 12 bientôt, pardon, un mois après. Votre profession à tous les deux, si... La même. C'est-à-dire Gérant de station-service. S'il fallait en quelques mots définir sur quoi bute votre histoire de couple, comment définiriez-vous? Quel mot diriez-vous? C'est que on a tout pour être heureux. On a deux enfants, on a un travail qui nous plaît, on travaille ensemble tous les jours, et on a plaisir à travailler ensemble. Et on a quand même... Il y a un obstacle. Un obstacle assez important parce qu'il nous empoisonne quand même l'existence depuis 10 ans et depuis 10 ans on n'a pas trouvé de solution et il faut absolument qu'on en trouve une. Maintenant on en est arrivé à un point où ça devient trop sérieux, trop grave et il faut que la solution soit trouvée parce qu'on veut continuer à vivre ensemble.
Bon, j'arrête ici. J'en ai 59 minutes, mais bon, je vais arrêter ici. Alors, ce qui est intéressant dans cette émission, en quoi elle marque une rupture et en quoi elle exemplifie très bien ce que disait Debord, c'est que vous voyez que, d'une part, la vie est transformée simplement en quelques images qu'il rejoue pour la caméra, hein. Et d'autre part, ce couple va parler devant une petite assemblée qui est composée soit d'amis, soit de famille, qui va regarder et juger ou donner des conseils sur quoi faire à la fin. Je vous en montrerai juste un extrait tout à l'heure. Alors cette émission a créé un scandale à l'Assemblée nationale. Un député est intervenu, il faut que je retrouve mon truc, voilà, pour dire tout le scandale que ça représentait de justement exposer son intimité. Hein, c'est une émission nouvelle qui sera suivie d'autres émissions si le gouvernement n'agit pas. Il s'agit de savoir si nous voulons une télévision scandaleuse, une télévision thérapeutique de la sexualité maladive, et en fin de compte, si nous voulons une télévision qui soit vraiment formatrice, informative, éducatrice et de qualité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, ce qui change dans cette émission, hein, c'est que avant, nous avions dans la décennie d'avant, nous avions des sujets du même genre, mais traités sur le mode documentaire. Qu'est-ce que c'est qu'un documentaire? Un documentaire, c'est un film dans lequel on met face à face se trouve un caméraman ou un réalisateur et des gens qui sont filmés et qui établissent une relation de connivence. C'est-à-dire que on le sait quand on est interviewé, on est sensible à la façon dont on vous parle, au regard, comme chez un psychologue. Et donc il y a quelque chose qui se construit entre deux personnes. Ici, dans ce que vous avez vu, les deux personnes se donnent en spectacle. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans cette intimité entre le filmeur et le filmé, ils se donnent en spectacle et devant un public qui est représenté dans le studio et un public évidemment qui est nous. Hein. Alors à l'époque, on a beaucoup parlé de télévision thérapeutique, c'est-à-dire des gens ont dit, des psychologues ou d'autres ont dit bah ça c'est bien, ça soigne les gens, regardez, bon c'est formidable, hein, c'est Serge Leclerc, psychanalyste très connu lacanien, vous allez le voir 1h30, vous êtes soigné. Ça fait envie, hein, c'est extraordinaire. Mais le problème évidemment c'est que comme il y avait 60 millions de Français, ça va mettre du temps d'arriver jusqu'au bout. Hein. Donc là on voit que c'est moins thérapeutique, que ça met le spectateur dans une position où il regarde l'autre en le regardant de l'extérieur, vraiment, et parfois en s'amusant, d'ailleurs j'ai entendu des rires, en s'amusant des gens qui sont dans l'écran. C'est-à-dire que le fait même que vous ayez ri montre qu'il y a ce qu'un philosophe du XVIIIe siècle, Edmund Burke, appelait un delight, c'est-à-dire une délectation à voir les problèmes des autres. Vous savez, ce philosophe disait qu'il est curieux que quand on regarde une tragédie, on prenne du plaisir. Parce que normalement, quand les gens sont dans une circonstance malheureuse, on ne devrait pas éprouver du plaisir. Or, on en éprouve. Donc, se met en place là les conditions déjà du fait que vous allez au contraire, au lieu de participer au malheur des autres, vous allez d'une certaine façon le regarder avec une certaine délectation et avoir ce premier degré de la méchanceté que Jean Kelevitch résumait par une formule extrêmement courte et extrêmement belle et juste, c'est ton malheur est mon bonheur. Hein, c'est ça la méchanceté. Alors, ça c'est la première condition. La deuxième chose, et je vous montre donc juste un petit bout, vous voyez que je recule devant rien pour me compliquer la vie. Voilà, je vous montrer juste un tout petit bout de la fin. Les gens vont intervenir pour dire ce qu'ils pensent. Alors c'est par là, je crois, oui. Plus que quand vous êtes venu. Je ne sais pas si elle a pris des trucs. Mais moi, bon, il y a un tas de choses sur lesquelles on n'a pas eu l'occasion de discuter. Non pas qu'elle voulait le cacher, non pas que
Je ne voulais pas le savoir, mais enfin, on a évoqué des choses de notre vie avant notre couple qui n'étaient pas très précises dans mon esprit, ça c'est sûr. Bon. Concernant l'avenir du couple, je pense qu'on a déjà... Merci Michel d'avoir bien voulu participer à cette émission, d'avoir travaillé avec nous. Je ne retrouve pas le point exact. Si je comprends bien, de voir, d'entendre. Voilà. Et c'était même présent dans votre film, enfin les gens qui racontaient leur vie. Mais ce que Donc là, il y a le public va intervenir, va poser des questions, et donc ce qui va être mis en avant à partir de ces émissions-là, mais ça va se développer jusqu'à aujourd'hui de façon très 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 forte, c'est le fait de juger les autres, hein, c'est-à-dire de juger constamment les autres. Alors ça commence ici, ça continue avec les reality shows des années 90 qui s'appellent par exemple L'amour en danger, même genre, et ça continue évidemment avec la télé-réalité. C'est-à-dire que la télé-réalité met en place un dispositif dans lequel vous allez pouvoir juger rapidement, sans même argumenter, grâce au téléphone portable. Hein, c'est-à-dire si vous voulez garder Loana, vous faites le 1, si vous voulez la virer, vous faites le 2. Donc, on arrive dans une société pour laquelle le jugement est partout. Sartre, comme vous savez, écrivait « L'enfer, c'est des autres » et voulait dire par là que ce qui était l'infernal, c'était effectivement d'être soumis au jugement sans cesse des autres. Dans cette direction-là, une fiction que je prends comme exemple montre très bien jusqu'où on peut aller. C'est, sans doute certains l'ont vu, c'est Black Mirror, avec le premier épisode de la 3e saison qui s'appelle Nosedive. Alors. Alors, je vais avancer un petit peu. Cette fiction montre le cas d'une femme qui, montre le fait que les gens sont jugés constamment, notés constamment à travers ce qu'ils représentent, ce qu'ils font, etc. Alors, cette femme a une note moyenne, je ne sais plus combien elle a, 4,3 ou un truc comme ça. Et elle va essayer de remonter dans la notation. Et pour remonter dans la notation, elle va... alors vous voyez, là, sur le côté, la notation s'inscrit. J'ai la barre qui cache le truc, mais elle a 4. Je crois qu'elle a 4 ou un truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est pas au bon format. Mais, donc, elle va essayer de remonter dans la notation. Et pour ça... elle va aller au mariage d'une amie qui est très bien notée. Malheureusement, quand elle veut prendre l'avion, elle n'a pas l'avion est surbooké, elle n'a pas une note suffisante pour prétendre à prendre cet avion, elle se met en colère, elle perd des points, et donc c'est la dégringolade totale, hein, parce qu'elle perd des points à chaque fois, et donc elle perd des droits. Alors vous allez me dire, c'est une fiction, mais en fait c'est une fiction qui a eu un prolongement. D'abord, l'application qui s'appelait People, avec 2 E, hein, pas People, P-E-O, mais P-2-E, P-L, qui mettait en œuvre qu'effectivement on pouvait noter les gens qu'on rencontrait. Alors elle s'est arrêtée très vite, cette application, parce que ça a fait un peu scandale. Mais il y en a une autre qui existe actuellement, qui s'appelle Once, sur les sites de rencontres, qui permet aux femmes de noter les hommes qu'elles rencontrent.
C'est-à-dire, l'homme dit qu'il est très beau, qu'il a de beaux muscles, etc. Puis en réalité, c'est pas vrai. Il est dans la première photo avant et pas dans la photo après. Et donc, on peut noter, le mettre 3 au lieu de lui mettre 5. Et donc, alors, il n'y a que les femmes qui peuvent noter les hommes. Hein. Les hommes n'ont pas le droit de noter les femmes. Donc, c'est une revanche assez simplette. Donc, voilà, ce genre de choses existe. Bien entendu, la télévision l'a encouragé aussi avec des programmes que vous connaissez peut-être, comme par exemple Un dîner presque parfait, qui était un des premiers, mais aussi Bienvenue chez vous sur Europe 1, ou un des pires, 4 mariages et une lune de miel, où des femmes notent la robe de mariée, le repas, la soirée de mariée de leurs amis, et les démolissent complètement. Alors voilà un exemple de... Attendez, est-ce que je l'ai... Oui, alors là, il faut que je revienne là, oui, d'accord. Voilà... Zut, pourquoi ça se ferme pas, ça, je sais pas. Bon, voilà un exemple de cette émission. Là, je vous ai montré quelques plans des notations. Voilà 2 exemples de cette émission. Alors voilà. Je trouve que ça sent coriandre. Ça me soulève le cœur. Là, je me demande qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On aurait dit même un peu de mélange de tout et de rien. Ça me portait presque au cœur. Tu trouves que ça sent bon? Oui, je trouve. Ah. Voilà mon entrée, intitulée Escale à Bangkok pour trouver du corail. Donc c'est une petite soupe, un peu d'inspiration thaï avec des lentilles corail. Voilà, j'espère que ça vous plaise. Bon, on va goûter. Hein. Déjà, la présentation, c'est pas terrible. Brigitte commence à critiquer ma cuisine d'une façon très mal polie. Toutes ces remarques sont déjà très déplacées et je trouve pas ça cool du tout. Avec Brigitte, ça semble être mal parti. Attention, retenez votre souffle, elle prend sa première bouchée. Va-t-elle changer d'avis? Ah. C'est des saveurs qu'on n'a pas l'habitude de manger. Oui, c'est des saveurs qu'on mange même jamais. Hein. Je vais pas être trop dur, mais vraiment... Faut bien mélanger. Mélange bien pour tes herbes, regarde quand tu mélanges ça. C'est une soupe. C'est pas un truc que je mangerai tout le temps. Moi non plus. Jamais même. Attends, on dirait un peu comme du vomi en plus, non? Oh non, alors là, non, Brigitte. Hein. Vous allez trop loin. Donner votre avis, c'est une chose, mais restez poli tout de même. Je te remercie du travail et tout ça, mais bon, franchement, j'aime pas ta cuisine. Je trouve que ça sent... Une autre. Je trouve que ça sent... Je trouve... Alors, je croyais que je l'avais... je suis étonné. Le prix n'est pas au top. Je suis désolé, le dessert, ça m'a pas... Je reste vraiment... Enfin, j'ai un repas où j'ai presque rien mangé. Je suis désolé pour toi. Je m'attendais pas à un repas comme celui-là. Toi, t'en as pensé quoi? Ma salade de fruits, dis-moi. Alors salade des fruits, il y a un petit peu de tout. Il y a du fruit qui est très bon, d'autres fruits qui sont un peu trop fermes. Donc j'ai quand même goûté les petites cerises parce que voilà, j'aime bien la cerise, donc ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. C'est de la cerise en conserve. Ouais. Ça veut dire qu'au-dedans, il y a des fruits dans une boîte de conserve, c'est ça? Ouais. Bah moi, franchement, moi j'aurais eu honte, hein, tout simplement. De quoi? De servir des fruits d'une boîte de conserve. On est quand même dans un dîner culinaire. Un conseil, ferme ta gueule. Là, je me dis, ça y est, c'est trop tard, ça va dégénérer. Pète un câble, voilà, un conseil, ferme ta gueule. Non, au contraire. Tu vas pas commencer à me casser les couilles, parce que si je me lève, tu vas vraiment... Je te dis juste mon point de vue. Je te le dis juste, des trucs comme ça, tu dis ce que tu veux, tu dis voilà des trucs comme ça. C'est tout? Espèce de... Allez, je sors de table, je m'en... Et bah tu te casses.
prendre un verre d'eau à la tête, ça m'a surtout donné une excuse pour tout laisser en blanc et vite rentrer chez moi. Je prends mes affaires, hop. Bah cache-toi, je t'ouvre même pas la porte. Tu sais où est chez Je moi? sais l'ouvrir tout seul. Moi, je suis cash, un verre à la gueule et il se barre. Allez, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Dommage que ça se termine comme ça. Bon, j'aurais été là. La première, donc, celle Brigitte qui trouve que le plat donc sans le vomi est intéressant parce que, si vous voulez, ça montre que un point commun avec le net, avec les réseaux sociaux, c'est que on considère que finalement un geste brusque comme celui-ci est plus vrai que les conventions de la société. Et c'est une des raisons pour lesquelles ça dérape, je dirais, beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que effectivement, les réseaux sociaux permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi à n'importe qui. Et donc, c'est ce droit-là qui est revendiqué par un certain nombre de gens. La deuxième séquence, elle m'intéresse parce que vous pouvez la trouver sur YouTube. Elle a été vue 3 678 000 fois, au 20 mars, et elle a été commentée par 16 000 internautes. 16 000 internautes, et les commentaires vont d'il y a 3 ans, parce que c'est 2015, jusqu'à hier, quasiment. Dans ces commentaires, voilà quelques-uns des commentaires que j'ai extraits des 16 000 commentaires. Voilà, tout se concentre en fait sur l'apparence physique de Sandra. Hein? Alors, je n'ose même pas vous les lire parce que c'est vraiment abject. Hein? J'espère que vous pouvez les lire. Mais j'attire votre attention sur la dernière. Sandra, 19 ans, double menton, maquillage immonde, moche, conne, aucun respect, grosse, insulte en direct. Ce genre de personnes, il faut les brûler vifs. C'est quand même assez grave. J'ai appris ce matin que certains disent que la petite Maëlys qui est morte était très moche et que le criminel avait eu raison. Donc c'est du même ordre. Hein, c'est-à-dire que c'est en même temps, on voit évidemment totalement puéril, puisqu'on reste soit dans l'apparence physique, enfin la plupart du temps dans l'apparence physique, et on ne juge même pas les gestes. Alors, oui, je vais un tout petit peu trop vite. Je me suis aussi intéressé à mon expérience, effectivement, ce qui était, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être le point de départ de tout ça. Mon expérience qui était de faire des articles sur le site Le Plus de l'Obs. Et je me suis... ce que j'ai constaté, mais ce qu'on constate en fait maintenant à peu près partout, c'est-à-dire que ce n'est pas mon expérience qui est particulièrement intéressante, c'est que au lieu d'être un lieu de discussion, un lieu où on oppose des idées, on essaye essentiellement de déboulonner les statuts. Mais déboulonner les statuts au sens, au TS, hein, S-T-A-T-U-T-S. C'est-à-dire, on essaye de s'en prendre aux locuteurs, essentiellement, au lieu de s'en prendre aux énoncés. Hein. Alors, par exemple, dans ce site, il y avait un certain nombre de gens qui interviennent, comme des médecins. Les médecins n'ont jamais quasiment de problème. Mais il y a d'autres gens qui interviennent, qui se déclarent philosophes, qui se déclarent sémiologues ou spécialistes de la rhétorique. Et ceux-là sont complètement démolis. Alors par exemple, là, le titre de l'article, c'était aussi, il y avait aussi réversible qu'un canapé, mais qu'elles ont qu'un canapé réversible. J'espère que cette phrase d'accroche ridicule a été pondue par la stagiaire et pas par le philosophe, entre guillemets, de protestation. Celle-ci, ça s'adresse à moi. Espérons que l'analyste a mis des gants et un masque anti-odeur pour autopsier cette entité nauséabonde. Le constat était tellement prévisible que cet exercice se révèle de peu d'intérêt. Et constamment, on voit effectivement que ce qui est mis en cause, c'est essentiellement la parole, le statut de celui qui parle, plus que ce qu'il dit. Alors,
on peut voir, évidemment, dans ce site, une des grandes erreurs, sans doute, de l'Obs, c'était de présenter un certain nombre de gens dont j'étais comme des experts. Et d'en rajouter dans le fait que finalement, il y a d'un côté des experts et de l'autre côté des anonymes. Et ce qu'on voit très bien dans ce cas-là, mais dans la plupart des cas que j'ai étudiés, c'est que ce qui est mis en cause, c'est effectivement le statut de l'expertise. Ce qui est mis en cause, c'est finalement, comme le disent un certain nombre de discours populistes, l'élite. Mise en cause de l'élite, qui est aussi vrai chez l'extrême droite que chez l'extrême gauche, en passant par la gauche et la droite. Il ne reste pas grand-chose. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que dans cette rhétorique populiste, en fait, on offre une personne à la vindicte populaire. Et on l'a vu ces jours-ci avec, par exemple, le jeune d'origine grenobloise, je crois, qui s'est fait passer pour un étudiant à Paris 1, Tolbiac, et qui a été au centre d'un fake. Vous savez qu'on a introduit l'idée qu'un jeune était dans le coma et avait été frappé par les CRS, ce qui s'est avéré totalement un mensonge. Mais ce garçon qui a été complice de ce mensonge a été bâché avec des menaces de mort constamment. Donc on voit qu'il s'agit d'offrir aux autres donc une personne à la vindicte populaire, et on le voit aussi avec des choses beaucoup moins graves, comme par exemple Hanouna. Si vous attaquez Hanouna, vous avez tout de suite 500 000 personnes qui vont vous tomber dessus, hein, parce que cette communauté en forme de diaspora et quand même en même temps agit comme un moi. C'est-à-dire, si on touche un morceau, on touche de moi-même, et tout le monde réagit pour se battre. Dernier point, je n'ai pas fait attention à l'heure, je ne sais pas si j'ai encore 5 minutes, très bien. Dernier point qu'on pourrait prendre, c'est la question du bashing. Alors, le bashing, qu'est-ce qui différencie Non, juste pour conclure sur ce qu'il y a avant. Dans ces réseaux sociaux, l'un des partenaires, c'est donc ce qu'on appelle le troll. Le troll, c'est celui qui vient dire quelque chose qui gêne la conversation des autres. C'est-à-dire que si Internet est effectivement un lieu de rencontre, dans l'idéal, dans l'utopie, un lieu de rencontre où tout le monde peut correspondre avec tout le monde, le troll a pour but de casser cette communauté sociale à un moment donné. C'est-à-dire que ce consensus autour du fait qu'on discute, le casser en sortant complètement du domaine. Par exemple, si vous êtes dans une discussion religieuse, il va parler d'érotisme. Si vous êtes dans une discussion érotique, il va parler de religion, ce qui est peut-être plus correct. Mais donc, il va casser la discussion. Alors, le bashing, c'est ça, avec le fait que, d'une part, il est collectif. C'est-à-dire qu'on va se mettre à plusieurs pour démolir l'autre, et on va essayer de le stigmatiser. Alors, j'ai mis... non, ça c'est une phrase de Michel Foucault qui est intéressante, mais bon. J'ai mis une définition du stigmate telle que la donne le sociologue Erving Goffman. Les Grecs, nous rappellent d'entrée de jeu Erving Goffman, qui fut le premier à se pencher sur les usages sociaux du handicap, inventèrent le mot stigmate pour désigner des marques corporelles destinées à exposer ce qu'avait d'inhabituel et détestable le statut moral de la personne ainsi signalée. Alors il y a toute une entreprise, effectivement, des humoristes, notamment actuels, qui est de stigmatiser l'autre, c'est-à-dire de les ramener à quelques signes dévaluants. Hein. Alors, j'ai pris comme corpus Stéphane Guillon. J'ai étudié, oui, 1 an de ses chroniques. Et je me suis aperçu, d'une part, que ceux qui étaient bâchés, c'était à peu près toujours les mêmes, et de façon assez forte. C'est-à-dire qu'on a 46 noms sur 150 noms qui sont cités, il n'y a que 46 noms qui reviennent.
Et donc, certains sont plus bâchés que d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il va se constituer des stéréotypes qui vont permettre à Biquillon de fonctionner. Ces stéréotypes sont, par exemple, je vous donne les essentiels, la plaisanterie sur le physique, hein, qu'on retrouve, par exemple, pour la pauvre Isabelle Dinoir qui a une greffe du visage, qui est morte. Est-ce que les deux familles viendront à l'enterrement, celle d'Isabelle et celle du greffon? Ou, par exemple, sur les Jeux paralympiques, tir à l'arc pour les non-voyants, exceptionnellement, les tribunes seront fermées. Et, évidemment, le fond de commerce, c'est effectivement la blague sexuelle. Alors, sans arrêt, ce que Guillon met en avant, c'est le fait qu'il faut avoir des couilles. Alors, je vous cite, par exemple, Cahuzac aurait mieux fait de se faire greffer des couilles. Solaire a essayé d'avoir des couilles. Il s'est motivé, j'ai des couilles, j'ai des couilles, j'ai des couilles. Ce qui est une autre forme de sexisme que le sexisme habituel d'évaluer la femme. Là, c'est mettre en avant, j'allais dire, l'aspect mâle dominant. Donc là, on voit que finalement, là aussi, ça passe par le physique et c'est absolument récurrent et stéréotypé. Alors, évidemment, pour conclure, parce que je ne veux pas être trop long, mais on pourrait évidemment continuer encore un peu. Bon, je passe ce truc-là. Pour conclure, évidemment, le problème qu'il faut quand même se poser, c'est est-ce qu'il y a un droit à la méchanceté ? Parce que finalement, on ne peut pas non plus peut-être être dans une société complètement bisounours et où l'humour serait écarté. Alors, j'ai étudié au début de mon livre la revue Harakiri, qui est des années 60. Je ne l'ai pas développée ici parce que c'était trop long. Mais ce qu'on peut dire, c'est que pour moi, la chose importante, c'est cette définition de la Cour européenne des droits de l'homme, qui rappelle que la liberté d'expression vaut aussi bien pour les informations ou les idées inoffensives que pour, je cite, celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. La limite étant le principe de la dignité de tous les êtres humains et donc la sanction de toute forme d'expression qui propage, incite ou promeuve ou justifie la haine fondée sur l'intolérance. Ce qui veut dire qu'on a le droit, dans une société bien ordonnée, de se moquer d'une partie de la population, par exemple, d'une fraction de la population. C'est un des droits de la liberté d'expression. Alors aujourd'hui, sans doute, on va trop loin, parce que précisément, ça devient pratiquement impossible de se moquer. Dès qu'on se moque de qui que ce soit, il y a une association qui vient et qui dit vous n'avez pas le droit de vous moquer de nous. J'ai pris un exemple que je laisse de côté, mais qui est Fort Boyard, une émission tout à fait connue, dans laquelle il y avait une épreuve où on voyait une cellule psychiatrique et un candidat qui devait retrouver une clé dans cette cellule où les repères spatiaux se perdaient. Et il y a eu aussitôt une association de handicapés qui s'est saisie de l'affaire et donc qui s'en est pris à cette épreuve, alors même que il n'est pas certain que les effets des stigmates soient ceux que l'on dit. Je m'appuie sur une synthèse de la littérature sur les stigmates d'une revue de psychologie qui montre que, en fait, on ne peut pas prouver que les conséquences effectives de la stigmatisation sur la vie des personnes souffrant de troubles psychiques soient réelles. Alors ça, c'était la première conclusion. La deuxième conclusion, évidemment, c'est que de ce long parcours que j'ai fait dans ce livre, c'est que la méchanceté qu'on y observe, elle est le symptôme d'une manifestation très nette du populisme protestataire qui a envahi les discours politiques dont je parlais à l'instant. C'est-à-dire que ce qu'on voit finalement dans ces émissions, c'est, comme aurait dit Bourdieu, le dégoût du goût des autres. On le voit particulièrement bien avec la séquence que je vous ai montrée de Brigitte qui dit qu'un plat thaïlandais sent le vomi. Et on le voit dans les émissions qui choisissent à dessein des gens qui sont séparés socialement pour créer du clash, le dégoût des autres et la lutte du peuple
que j'aime pas ce terme, mais je le reprends au populisme, la lutte du peuple contre les élites. C'est-à-dire que, en fait, cette violence est aussi à la mesure de la difficulté, du sentiment, en tout cas, de se sentir rejeté ou coupé des élites et d'appartenir à un autre monde. Voilà, je vous remercie. Merci François. Merci. Alors maintenant, on prend quelques questions avant de laisser la parole ensuite pour la conférence suivante. Des questions auxquelles François Jost pourra répondre. Ou pas. Ou s'il n'y a pas de questions, peut-être... 5 secondes. Ah, on ne vous voit pas là-haut dans le noir, en fait. Là, il y a quelqu'un là au 5e rang. Alors, je vais donner la parole à monsieur. Oui, bonjour. Pierre, je suis réalisateur. J'ai bien écouté tout ce que vous avez dit. Vous parlez essentiellement de la relation entre le spectateur et la télévision ou Internet. Et il me semble que vous n'avez pas, mais peut-être l'avez-vous fait dans votre livre, beaucoup parlé du média lui-même. C'est-à-dire que la télévision, on peut dire peut-être qu'elle parle du réel. Moi, je pense qu'elle parle surtout d'elle-même. Bien sûr. Donc voilà, je voulais vous questionner là-dessus. Non, là-dessus, je vous donne absolument raison. Bon, j'ai fait pas mal de livres sur, effectivement, sur les médias et sur ce que les médias peuvent avoir de mauvais. Bon, là, je voulais plutôt insister aussi sur la position de chacun de nous. Mais il est certain que quand la télévision met en spectacle un homme, un couple, et crée les conditions où on va pouvoir le critiquer, s'en amuser, etc., c'est la télévision qui est coupable, bien entendu. Mais je voulais aussi mettre l'accent, et je le fais plus encore dans le livre que ce que j'ai dit, sur le fait que nous ne sommes pas non plus, comment dire, tout blanc, quoi. C'est-à-dire que le spectateur doit aussi s'interroger. Et c'est vrai que j'arrive au paradoxe absolument bizarre pour moi, que j'ai critiqué les médias depuis 30 ans, hein, dans des tas d'écrits, etc., et que maintenant je serais presque à les soutenir, parce qu'il y a une certaine critique des médias que je trouve extrêmement dangereuse, parce que je crois qu'il n'y a pas de démocratie sans médias. Mais vous avez raison, hein, je ne minore pas du tout... le rôle de la télévision là-dedans, bien sûr. Et le rôle, vous savez, j'analyse par exemple dans ce livre aussi la fameuse discussion avec Alain Finkielkraut où il termine par « taisez-vous ». Ce truc-là, cette séquence où il a dit « taisez-vous » à la personne qui était en face de lui et qui l'empêchait de parler, elle est très intéressante parce que c'est l'aboutissement de toute une discussion qui va très très mal jusqu'à ce besoin en fait, de parler et donc de dire à l'autre taisez-vous. En fait, comment elle circule sur Internet? Elle circule juste avec un découpage du dernier truc taisez-vous, ce qui permet plus de comprendre l'ensemble. Et donc effectivement, là il y a un usage entre guillemets méchant de la vidéo puisque on la décontextualise et on met tout le tort sur Finkielkraut. Oui. Bonjour, Michel Noguera de l'association Shaolin Shadow. J'interviens en tant que formateur souvent ou en tant que réalisateur. J'avais relevé 2 propos que vous avez tenus sur déjà la vindicte populaire, ça m'a heurté, et sur le phénomène au départ quand vous disiez qu'Internet n'a pas tout inventé. Et lorsque vous avez parlé du bashing, ça m'a rappelé en fait un phénomène qui est vieux comme nos civilisations, c'est ce qu'on appelle la place publique. La place publique, quand je parle de place publique, c'est les moments où on a les rituels sacrificiels, ou les potences, ou la guillotine, ou la pendaison. Ces moments où en fait on a un individu qu'on va mettre au fait devant tout le monde comme un exemple, justement un exemple à ne pas suivre, et on va laisser le peuple s'acharner sur lui. Et il y aura une sorte de cohésion d'ailleurs entre le peuple et les élites pour s'acharner sur l'individu. Et pour le coup, je trouve qu'Internet n'est juste qu'un prolongement de ce phénomène-là qui est là depuis des siècles, quoi. Voilà. Bon, là aussi, je vais vous dire, vous avez raison. C'est-à-dire que c'est évident qu'il y a eu aussi les arènes avec montrer le pouce qui se trouve aujourd'hui dans tout sur Facebook ou ailleurs. Hein. Donc vous avez raison. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est comment une petite histoire des
30 ou 40 dernières années commence à évaluer dans les 30 ou 40 dernières années. Ça ne veut pas dire l'histoire ne se répète pas, mais ça ne veut pas dire effectivement que dans l'histoire, il n'y a pas eu des phénomènes du même genre. Ce qui est un autre problème, je dirais peut-être vraiment pour les historiens. Mais bien sûr, vous pouvez tout à fait me dire, de même que le bashing, j'ai pas insisté sur le bashing, mais par exemple, quand l'Express représente François Hollande comme un flanc qui s'affaisse, on peut évoquer Louis-Philippe en forme de poire. C'est vrai, mais j'ai essayé de montrer la logique, si vous voulez, plutôt des 30 dernières années, bien qu'on aurait pu éclairer en disant oui, ça confirme ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire je ne pense pas que Internet ait tout inventé, effectivement. Je dis que ça a favorisé l'expression d'un certain nombre de choses, dont ce que vous dites par exemple.